Il est 7h sur l'ensemble du territoire national. RFM matin, nous passons au premier grand journal de la matinée. On est avec Ismaël Kamara. Bonjour. Bonjour Lisa. On démarre avec les titres. La reprise du procès d'Hissène-Habré ce matin. Ce dernier continue de contester la légitimité des chambres africaines extraordinaires et des 3 avocats commis pour sa défense. Disparition d'un avion de Sénégal Air, c'était prévisible, semble dire l'ancien chef des ateliers de la maintenance de cette compagnie privée. Alassane Anne déclare avoir sonné l'alerte bien avant. Les recherches n'ont rien donné pour le moment. La vétusté de l'appareil et le permis d'exploitation sont pointés du doigt par des spécialistes de l'aéronautique. Le point dans ce 7h. Pèlerinage à la Mecque. Les 2000 pèlerins transportés par l'État quittent Dakar aujourd'hui, n'empêche les 8000 pèlerins qui ont jeté leur dévolu sur les voyagistes privés se plaignent de la cherté du voyage. Ils réclament une subvention étatique. Détail avec notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Babacar Fall. La situation des entreprises au Sénégal, c'est le focus du jour, Lisa. À suivre toujours dans ce 7h, la page des sports. Nous serons avec Boubacar Kambel Dieng. Votre dossier du lundi est un dossier culture présenté par Man Touré. Et n'oubliez pas la revue de presse de Mohamed Ali Mouba qui mettra un terme à ce 7h. Et nous démarrons ce 7h avec le procès d'Hissène-Habré qui reprend aujourd'hui. Il reprend après une suspension de 45 jours. Toujours est-il, l'ex-homme fort de N'Djamena continue de récuser les chambres africaines extraordinaires et les 3 avocats qui lui ont été commis d'office. Il a rencontré hier à la prison du Cap-Manuel les 2 avocats qu'il a lui-même choisis. Il s'agit de maître François Serre et Ibrahima Diawara. Ce dernier soutient que Hissène-Habré ne viendra pas de son propre gré à l'audience d'aujourd'hui. Le voici avec Barthélémy Gob. Son système de défense conclut un refus de participer à l'activité des chambres africaines, qui est la conséquence du fait qu'il ne reconnaît ni la légalité ni la légitimité de ces chambres. Donc je pense qu'il l'a réitéré et il a aussi confirmé qu'il n'y a que 2 avocats qu'il a constitués, c'est François Serre et moi-même, Maître Diawara, qu'il a donné mandat de le représenter et de veiller à mettre en œuvre la stratégie de défense qui consiste en refus de participer à l'audience des chambres africaines extraordinaires. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il refuse en tout cas de reconnaître, encore moins d'accepter la défense des avocats commis par ces mêmes chambres, pour le défendre bien sûr. Oui, là je pourrais dire 2 choses. La première, c'est que dès qu'ils ont été nommés, nous leur avons notifié la position de M. Hissène-Habré, qui consistait à leur dire que, en fait, il ne leur donnait pas mandat, il ne les reconnaissait pas, et il ne leur permettait pas de prendre la parole à son nom dans le cadre de la commission d'office qui a été désignée par le président des chambres africaines extraordinaires. Vous avez rencontré le président Habré. Est-ce qu'il est dans les dispositions de venir, de son propre gré, assister à l'audience de ce lundi? Le président Hissène-Habré n'a pas changé en ce qui concerne sa décision. Il n'a jamais accepté de venir de son propre gré pour assister à l'audience des chambres africaines extraordinaires. Depuis le début de cette affaire, ils ont toujours usé de la force pour le faire comparaître. Et je pense que c'est ce qui se passera le lundi, parce qu'il maintient et il a dit qu'il ne viendra pas volontairement pour assister à l'audience du 7 septembre. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. La disparition d'un avion de Sénégal Air en question, un ancien cadre de cette compagnie aérienne privée sort de son mutisme. Il s'agit de l'ancien chef des ateliers de la maintenance de Sénégal Air. Alassane Anne dit ne pas être surpris par la disparition de l'appareil de type HS-125. Il déclare avoir même alerté les autorités sur le non-respect des normes sécuritaires par la compagnie. Alassane Anne est interrogé par Makumba Beya. Au vu de la complexité de la situation, j'avais jugé nécessaire personnellement en tant que technicien responsable, vu la gravité de la situation, de prendre mes responsabilités et d'adresser un rapport circonstancié à l'endroit du directeur général de l'ANACIM. Et connaissant les rouages de notre administration, principalement les coups de pouce qu'avait le gars souvent, j'ai pu quand même faire des ampliations aux autorités, en l'occurrence le président de la République,
le Premier ministre, le ministre des Transports aériens, ainsi que les différents... Lequel des premiers ministres, lequel des ministres des Transports aériens? En ce temps, il y avait le Premier ministre Abdoul Mbaye qui était là. Le ministre des Transports aériens, c'était Thierno Alassane Sall, à qui j'avais adressé la correspondance. Je me suis personnellement rendu dans les locaux, parce qu'à chaque fois que j'adressais, je faisais une ampliation, je demandais en même temps une audience pour pouvoir m'entretenir avec ces autorités et les imprégner de la gravité de la situation. Qu'ils vous ont répondu? Ils m'ont répondu en ce sens qu'ils m'ont mis tous en rapport avec le directeur général de l'ANACIM. Je me suis rabattu à l'ANACIM pour pouvoir voir ce directeur général-là, au vu de la demande d'audience que je lui ai adressée, mais à aucun moment, je n'ai pu être reçu. Les avions ne respectaient pas les normes, vos appareils? Absolument, parce que à tous les niveaux de compétences, la compagnie n'était pas normée. Le personnel n'était pas formé, les appareils étaient vétustes, les équipements souvent ne fonctionnaient pas correctement. En plus bref, le groupe CCBM dénonce les accusations de falsification portées contre lui. Les responsables de l'entreprise en conférence de presse indexent des personnes tapies dans l'ombre qui veulent ternir l'image du groupe, mais c'est peine perdue selon le groupe dirigé par Serine Mboup. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, les pèlerins transportés par le commissariat national au pèlerinage quittent Dakar. Ce lundi, ils sont 2000 sur 10 000 pèlerins. Les 8000 autres ont choisi les voyagistes privés, lesquels déclarent que les affaires ne marchent pas très bien. Ils déplorent le coût élevé du pèlerinage. Certains d'entre eux demandent une subvention de l'État. Envoyé spécial en Arabie Saoudite, Babacar Fall. Au 13e étage d'un hôtel luxueux de Médine, des pèlerins sénégalais dorment dans leur chambre au moment où les propriétaires de l'agence qui les a convoyés s'affairent autour de l'organisation du transport vers la Mecque. Beaucoup d'arithmétique, tellement les dépenses sont nombreuses, même si, pour cette agence de voyage, chaque pèlerin a payé plus de 2 700 000 francs CFA. Babacar Seck, un des responsables. Prendre un hôtel à 4 étoiles pour satisfaire des pèlerins, les mettre dans de bonnes conditions, et ça coûte cher. Dans un autre hôtel tout aussi somptueux, Khady Dieng a fait venir près de 100 pèlerins sénégalais. Elle soutient que son tour opérateur ne s'en sort pas. C'est difficile. Nous avons fixé notre package à 2 700 pour le service que nous offrons. C'est une qualité sincèrement supérieure. Nous ne sommes pas éloignés des VIP. Ça demande beaucoup d'investissement. Nous prenons tout sur nous. Nous ne cherchons pas le profit. Nous cherchons juste à accompagner les gens pour qu'ils puissent le faire correctement. Et les voyagistes de l'ancien SOS à l'État sénégalais. Nous subventionnons la presse et tant d'autres. Qu'on subventionne, nous sommes les Sénégalais. Si nous subventionnons, ce n'est pas nous seulement, mais c'est aider aussi les Sénégalais. La privatisation totale du transport de pèlerins sénégalais à la Mecque annoncée, pas forcément une aubaine, selon des agences de voyage. Babacar Fall, Médine, RFM. Merci Babacar Fall. 7 heures passées de 7 minutes. Vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité. Le focus de ce matin porte sur la situation des entreprises au Sénégal et pour cause, une étude est lancée ce matin pour recenser toutes les entreprises. L'objectif est de fournir des informations économiques de qualité. Un économiste demande aux autorités de mettre l'entreprise au cœur du système économique. Seydou Badji exhorte les autorités à revoir leur politique fiscale pour donner un souffle aux entreprises. Adramé Ismaël Koli est allé à sa rencontre. Les entreprises qui sont implantées au Sénégal doivent faire l'effort de rehausser la qualité de leur offre. Organisation dont le but est la production de biens à destination d'un ensemble de clients, l'entreprise est incontournable dans le système économique d'un pays. Seydou Badji, directeur général d'une entreprise. Si on veut se développer, il doit falloir que nous mettions l'entreprise au cœur du système. Le salut de notre nation est dans l'investissement et que les gens puissent épargner au lieu d'emmener son argent à l'étranger ou laisser son argent donné sous le matelas, c'est de participer à créer une entreprise qui pourra créer des emplois, qui pourra produire pour la consommation nationale. Selon l'économiste de formation, la concentration de la plupart des entreprises à Dakar semble logique. Nous avons une situation au Sénégal et dans beaucoup de pays à travers le monde où les capitales sont les capitales qui attirent le plus d'individus et naturellement le plus d'activités économiques parce que
c'est là où se trouvent les centres de décision. Donc, l'entreprise, sa vocation, c'est de se trouver à côté de sa clientèle pour pouvoir produire et vendre. L'État doit avoir une politique fiscale fiable pour favoriser l'essor des entreprises locales. Le message, c'est par rapport à l'orientation en matière de politique fiscale que l'État doit avoir pour pouvoir, encourager les entreprises qui sont informelles à pouvoir se formaliser et pouvoir soutenir celles qui sont dans le formel à toujours faire l'effort de patriotisme, donc fiscal et économique. Le développement des entreprises est impératif pour l'émergence du Sénégal. Adram Ismaël Koli, reportage. La ville de Saint-Louis dispose de peu d'entreprises et ce malgré une économie dynamique de la pêche. Les entreprises industrielles semblent être privilégiées avec un corollaire de sous-emploi sans aucun respect de la législation du travail. Un véritable déficit d'organisation plombe l'envol de ces entreprises. Mohamed Nabissila. Le déficit d'entreprises est une réalité à Saint-Louis, ce qui influe sur le manque d'emploi. Il y a un déficit criard au niveau de ce domaine-là. Franchement, sur ce plan, il y a un déficit terrible d'entreprises à Saint-Louis. La jeunesse est sous-employée, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de nouvelles créations. Il y en a au contraire même des industries qui ferment. L'État doit faire des efforts pour la jeunesse saint-louisienne, comme elle le fait pour peut-être dans d'autres régions. Les rares initiatives sont individuelles avec des problèmes de pérennité et de sécurité pour les travailleurs. Il y a beaucoup d'entreprises individuelles, c'est-à-dire que des entreprises, des entrepreneurs qui ne paient pas d'impôts, qui ne paient pas de tirs, qui ne sont pas encore dénombrés et qui vraiment emploient des gens, peu de gens, et des exploitent. Ce que je refute encore, c'est des jeunes enfants, les plus jeunes, déjà à bas âge, qui ne sont pas à l'école et qui sont maintenant de petits travailleurs, qu'on utilise comme ça, là, ça c'est mauvais. Les entreprises souffrent également d'un problème d'encadrement de leur financement par les agences spécialisées. Il y a des financements, certes, mais la création des PME là, ça pose problème parce que les gens ne sont pas formés. Et qu'on finance comme ça, et le lendemain, il n'y aura pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Ceux qui donnent des financements ne font pas de suivi réel pour maintenant sauvegarder les acquis. Dans le secteur de la pêche, qui est une mamelle pour l'économie locale saint-louisienne, très peu d'entreprises se sont formalisées, ce qui pose un problème de respect de la réglementation en matière de main-d'œuvre et de fiscalité. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Merci Mohamed Nabissila. Une économie compétitive repose sur des entreprises dynamiques, mais au Sénégal, tel n'est pas le cas selon le professeur Moustapha Kassé. L'économiste se désole du fait que les plus grandes entreprises sénégalaises rencontrent d'énormes difficultés. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. Il était interrogé avec naturellement, professeur Moustapha Kassé, que nous écoutons au téléphone avec Cheikh Tidiane Diagne. Toutes les entreprises contribuent précisément au développement de l'économie. Si nous prenons la production intérieure brute, nous pouvons la présenter sous trois secteurs. Il y a d'abord le secteur agricole qui apporte environ 14% de la production intérieure brute. Donc de tout ce qui a été produit au Sénégal, 14%. Le secteur industriel apporte 23%. Et le secteur tertiaire, 47%. Donc vous voyez, ça ce sont les chiffres macroéconomiques globaux. Mais si tu veux savoir exactement quels sont les apports des entreprises, on peut dire que pour l'agriculture par exemple, n'est-ce pas, elle est tributaire encore des cultures de rente, par exemple l'arachide et le coton, qui constituent en quelque sorte les deux productions principales. Mais malheureusement, il se trouve que les deux grandes filières de l'agriculture sont actuellement dans des difficultés. Toutes les entreprises qui évoluent dans ces filières-là sont en difficulté. Deuxième composante de la production, c'est la production industrielle. L'agro-industrie regroupe à peu près 48 à 49% des établissements industriels. Et en même temps, elle fournit 30 à 40% du chiffre d'affaires de la filière industrielle. Donc, vous voyez qu'elle est extrêmement importante. Mais en fait, ça ne forme pas, si vous voulez, la trame la plus importante des entreprises. Parce que la trame la plus importante est constituée par le secteur informel. Si vous prenez au Sénégal, le secteur informel fait entre 350 000 et 400 000 entreprises. Et ces 350 000 et 400 000 entreprises apportent environ 60% du PIB de l'économie nationale et fournissent également 90% de l'emploi.
7h14, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour Boubacar Kambedian. Bonjour Ismaïla. Jeux africains de Brazzaville, entrée en matière timide des Lions U23 dans le tournoi de football. Ces Lions olympiques, donc hier, dans cette compétition, n'ont fait mieux qu'un match nul 0-0 pour leur première sortie à Brazzaville face au Ghana, le tenant du titre. Une partie que les Sénégalais ont contrôlée de bout en bout, mais ils ont notamment pêché dans la punition. L'entraîneur de l'équipe se dit satisfait de la prestation de ces garçons en attendant leur second et dernier match de poule contre le Nigeria le 12 septembre, samedi prochain. Donc, Serigne Saludia est joint par téléphone dans la capitale congolaise. On a fait un très bon match, parce que c'est important de bien commencer. Donc, d'autant plus qu'on jouait contre Ghana, qui est un peu dépendre un peu du trophée des Jeux africains. Donc, c'est important de très bien commencer quand même. Donc, on a très bien entamé le match. Donc, à des moments, on a compris plus ou moins le match, on a compris le ballon, on a créé aussi beaucoup d'occasions. Donc, ça montre qu'on a joué aujourd'hui avec beaucoup de progrès. Donc, ça manque juste le dernier de la finition. Mais encore une fois, comme on dit, c'est la compétition qui est commencée. On a des jeunes joueurs, beaucoup viennent de découvrir un peu les Jeux africains, à part le gardien de passé. Donc, l'âge était là. Donc, pour ça, je vais manquer un peu de difficulté devant les buts. Mais ça va nous permettre un peu de répliquer pour aborder le match contre Nigeria sur le meilleur aussi. Il va falloir qu'on regarde bien parce que Ghana joue contre Nigeria le 9, donc nous on aura l'occasion de voir contre Nigeria. Parce qu'en aujourd'hui on avait aucune information sur le Ghana. Donc cette fois-ci au moins on pourra voir Nigeria le 9 jouer contre Ghana, donc on pourra avoir une meilleure idée pour savoir le phase arrêté pour jouer le match sur de meilleures conditions possibles. La poule du Sénégal dans le tournoi de football des Jeux africains est réduite à 3 équipes après le retrait de l'Égypte. Mais après-demain, mercredi, le Ghana joue son dernier match du premier tour contre le Nigeria dans cette poule. Samedi prochain, le Sénégal et le Nigeria vont disputer la dernière rencontre de ce groupe avant les demi-finales. En basketball féminin, toujours concernant les Jeux africains, les Lions ont finalement quitté Dakar hier pour Brazzaville. Départ en catastrophe des Lions, mais donc dès demain, ces Lions devraient disputer leur premier match des Jeux africains. Football, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 a pris fin hier. Donc cette CAN 2017 aura lieu au Gabon. Quelques résultats enregistrés. La Gambie qui perd devant le Cameroun 0-1, Bénin Mali 1 partout. Le Cap-Vert est allé battre la Libye 1-2. Match nul 0-0 entre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, la championne d'Afrique en titre. Large victoire de l'Égypte au Tchad 5-1. La Guinée-Conakry fait match nul au Zimbabwe 1 partout et la République centrafricaine qui domine la RD Congo 2-0. Hormis le Sénégal, 7 autres pays ont réussi un sans faute parfait pour le moment. Cap-Vert, Cameroun, Ghana, Algérie, Égypte, Togo et Ouganda. En revanche, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, marque encore le pas avec 2 matchs nuls consécutifs. Prochaine journée en mars 2016. Didier Drogba se signale au MLS. C'est le championnat nord-américain de football, triplé de Didier Drogba dès sa première titularisation. Montréal, le nouveau club de l'ancien attaquant ivoirien de Chelsea, s'est imposé face à Chicago 4-3. Euro 2016, Boubacar Kambedian de football, les éliminatoires se sont poursuivis hier. Encore défaite des Pays-Bas, les Néerlandais ont perdu en Turquie 0-3 lors de la 7e journée. Jeudi dernier déjà, la Hollande avait chuté devant l'Islande 0-1. Les Pays-Bas n'ont plus leur destin en main. La 8e journée donc se poursuit ce soir avec, entre autres rencontres, Albanie-Portugal à 18h45 ou encore Écosse-Allemagne. Les Allemands, champions du monde en titre, ne sont pas loin d'une qualification. Euro 2015 de basket pour terminer. C'est en France, 3e match des Bleus ce soir contre la Pologne à 19h. C'est les 2 meilleures sélections du tournoi. La France a déroulé hier face à la Bosnie 81-54 et la Pologne a dominé la Russie par 82-79. Merci Boubacar Kambedian pour ce point complet de l'actualité sportive de ce lundi matin. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous sommes lundi, place au dossier culture. Aujourd'hui, c'est Mantouré qui s'y frotte. Le lébou, le wolof, entre ces deux, qui est de la langue, qui est de la dialecte? L'un viendrait-il de l'autre ou simplement le second a influencé le premier?
Ndiaga Samb, président de l'association des jeunes Lébou du Sénégal, nous explique d'abord la provenance du Wolof. C'est une langue qui est parlée à travers le Sénégal et différemment des régions. Le Wolof de Kaolack, le Sine Saloum, le Wolof du Njambur, le Wolof du Baol et du Kajoor n'est pas la même langue Wolof que parlent les Lébou. Les Lébou sont généralement classés avec les Wolofs à cause de la langue, mais ils sont un groupe différent. Selon certains, le mot Wolof était originellement utilisé pour désigner les habitants de Lof, ce qui donne Wa-Lof, et plus tard Wolof. Cela explique aussi pourquoi de nombreux Lébou se voient comme Wolof. Mais certains disent que la langue Wolof proviendrait du Lébou. Moussa Ndoye, consultant en éducation. Je dis et je maintiens, et ça c'est avec toute la rigueur scientifique que cela requiert, les Lébou parlent le Wolof. La langue Wolof provient des Lébou. Ndiaga Samb ne semble pas être sur la même longueur d'onde que Moussa Ndoye. Selon lui, Wolof et Lébou sont différents. Le Lébou, c'est un langage codé qui a été créé comme étant une langue d'origine et de naissance que nous parlons et qui est toute différente de la langue Wolof. Par exemple, quand dans la langue Wolof, on vous dit « je vais quelque part arriver à un angle où je tourne à ma droite, où je tourne à ma gauche » pour dire « mangi dem, suma agge, damay jadd ». Le Lébou vous dit « indala dem ». Ban agge si barab sangam indala tel. Déjà, le terme tel n'est pas parlé dans la langue Wolof. Le Lébou vous dit on va en conclave, on va se réunir pour un objectif bien déterminé, mais que personne ne va révéler. Le Wolof vous dit nañ leen diisoo, nañ leen waxtaan. Le Lébou vous dit mbokkal leen ñëw, ben ñëwee in guunoo, te bañ a guuñoo li ñu fi natta in gasin suul. C'est ça, en gros, la différence. Moussa Ndoye reste clair. La mère du Wolof, c'est le Lébou. Tout à fait, parce que si vous comprenez bien, les Lébou viennent du Nil. C'est par des migrations successives qui sont venues du Nil vers la Mauritanie. C'est pour cela, aujourd'hui aussi, en Mauritanie, on parle le Wolof, le Fouta, le Jolof, le Kayor, n'est-ce pas, une partie du Baol. Vous allez dans le Djander et dans la presqu'île du Cap-Vert. Au fil de ces migrations-là, le Wolof était obligé de laisser et d'emprunter, de continuer, et le Wolof original a été un tout petit peu spolié. Ndiaga Samb. Mais c'est l'inverse en faisant le Sénégal. Le Jolof parle Wolof, le Baol parle Wolof, le Kayor parle Wolof, le Saloum parle Wolof. Mais les Lébou, pour mieux s'identifier, ont préféré créer leur langage personnel. C'est un dérivé du Wolof, c'est un langage codé. Le Wolof est une langue parlée au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Il appartient à la branche des langues atlantiques, un sous-groupe de la famille des langues nigéro-congolaises. Sa parenté avec le Peul est très ancienne. Il a aussi des liens avec d'autres langues de la région comme le Sérère. Les Lébou, eux, constituent une communauté au Sénégal. Ils sont concentrés dans la presqu'île du Cap-Vert qu'il occupe déjà à l'arrivée des premiers colons dans la région. Ils parlent en langue Wolof, qui était la langue d'origine des Lébou. Ils ont été les haut-parleurs d'origine du Wolof. RFM, la presse du jour.